Personne n'imagina que l'homme qui défiait les présidents, finançait les guérillas et se proclamait leader des peuples, finirait traîné dans la poussière, implorant entre des tuyauteries rouillées. Mouammar el-Kadhafi ne fut pas seulement un dictateur. Il fut un architecte de la peur, un fabricant de mythes, un tyran qui convertit un pays en scène de son propre délire. Pendant plus de 40 ans, il gouverna la Libye comme si elle était sa propriété, entre discours éternels, exécutions télévisées et une garde de femmes armées choisies pour leur virginité. Il contrôla le pétrole, les corps et jusqu'à la pensée. Mais le monde qu'il construisit avec fer et culte s'effondra en un seul jour, sous le regard affamé de téléphones mobiles et balles sans justice. Comment passa-t-il de leader révolutionnaire à dictateur répudié par son peuple? Quel mécanisme de contrôle utilisa-t-il pour soutenir son pouvoir? Et pourquoi sa mort brutale poursuit-elle encore ceux qui la vécurent? Naissance d'un dictateur, la formation de Mouammar el-Kadhafi. Dans les vastes étendues du désert libyen, où les dunes s'étendent jusqu'à se perdre à l'horizon, naquit en 1942 l'homme qui gouvernerait pendant 4 décennies. Mouammar el-Kadhafi vint au monde à Kasra Abu Hadi, un établissement bédouin au sud de Sirte, quand la Libye gisait encore sous occupation britannique après la défaite du régime fasciste italien. Sa famille appartenait au Kadadfa, une tribu bédouine qui survivait dans les conditions les plus extrêmes du Sahara. Ces nomades du désert vivaient une existence précaire, se déplaçant avec leurs troupeaux selon les saisons, sans électricité, sans attention médicale et éloignés de tout vestige de modernité. Pour les élites urbaines de Tripoli et Benghazi, les Bédouins représentaient un vestige du passé, pasteurs analphabètes, à peine supérieurs aux animaux qu'ils gardaient. La vie quotidienne des Kadadfa se déroulait en marge de l'État. Ils dormaient dans des tentes de laine de chèvre, dépendaient de puits rudimentaires pour accéder à l'eau et soutenaient une économie de subsistance basée sur l'élevage. L'identité tribale était tout. Elle déterminait alliance, accès aux ressources et protection face aux autres clans rivaux. Cependant, le jeune Kadhafi possédait quelque chose qui le distinguait. Une soif insatiable de connaissances que ses maîtres reconnurent précocement. Tandis que d'autres enfants de son âge aidaient aux tâches familiales, il fut envoyé étudier d'abord à Sirte puis à Séba. L'islam ne structurait pas seulement son éducation formelle, mais modelait chaque aspect de la vie tribale, fournissant tant guide spirituel qu'organisation sociale. À l'école, Kadhafi se montra comme un élève discipliné mais inquiet. Il lisait tout ce qui tombait entre ses mains. Biographies de leaders révolutionnaires, pamphlets anticoloniaux, le Coran et livres d'histoire. Son admiration précoce pour des figures comme Omar al-Mukhtar, le leader de la résistance libyenne contre les Italiens, laissa une marque indélébile dans sa cosmovision. Al-Mukhtar, connu comme le lion du désert, devint son premier héros personnel et symbole de lutte anticoloniale. Durant ces années formatives, des courants révolutionnaires commençaient à agiter le monde arabe. L'humiliante défaite dans la guerre arabo-israélienne de 1948 avait réveillé une génération de jeunes nationalistes. En Égypte, Gamal Abdel Nasser émergeait comme le leader du panarabisme, promouvant l'unité de tous les peuples arabes sous un seul drapeau révolutionnaire. Le message de Nasser, transmis par radio à ondes courtes, trouvait écho chez les jeunes Libyens qui sentaient que leur pays avait été relégué à un pion des intérêts occidentaux. Les idées du nasserisme, souveraineté économique, neutralité active et dignité arabe, influencèrent profondément la pensée du jeune Kadhafi. Après l'indépendance libyenne, en 1951 sous le roi Idriss Ier, Kadhafi entra à l'Académie militaire royale de Benghazi. Cette institution, conseillée par des officiers britanniques, devint son université politique. Entre exercices de tactique et télécommunications militaires, le jeune officier absorbait les idées qui transformeraient sa vision du monde. Son voyage au Royaume-Uni pour entraînement spécialisé ne fit que renforcer sa conviction que les Arabes devaient se libérer définitivement du joug occidental. Durant son séjour en Grande-Bretagne, Kadhafi visita Londres, où il fut frappé par l'arrogance de l'élite anglaise et par ce qu'il percevait comme une culture matérialiste et déracinée. Il retourna en Libye avec une haine plus consolidée envers le colonialisme, convaincu que la modernité devait se construire en termes arabes et non européens.
Dans les casernes de Benghazi, Kadhafi fonda en secret le mouvement des officiers libres, copiant le modèle égyptien qui avait renversé le roi Farouk en 1952. Ces conspirateurs partageaient une idéologie commune: panarabisme, justice sociale et élimination totale de l'influence coloniale. Pendant des années, ils célébrèrent des réunions clandestines, recrutant des suiveurs et planifiant méticuleusement une révolution qui changerait pour toujours le destin de la Libye. Le groupe se caractérisait par sa structure cellulaire, extrême discrétion et une ferrée discipline idéologique. Kadhafi exigeait loyauté absolue et sélectionnait personnellement les membres selon leur origine, vision politique et prédisposition à l'action. L'opportunité arriva à l'aube du 1er septembre 1969. Tandis que le roi Idriss recevait traitement médical à l'étranger, les officiers putschistes exécutèrent leur plan avec précision militaire. En quelques heures, ils prirent aéroports, stations de radio et bâtiments gouvernementaux sans tirer un seul coup. Un communiqué radiophonique annonça la naissance de la République arabe libyenne et la fin de la monarchie. L'annonce fut rédigée par Kadhafi lui-même et commençait par la phrase « À partir de ce moment, la Libye est libre ». Le ton était direct, populiste et chargé de symbolisme nationaliste. Les premiers décrets révélèrent l'ampleur de la transformation. Expulsion de toutes les bases militaires étrangères, nationalisation de l'industrie pétrolière et élimination des communautés italiennes et juives du pays. Le pétrole nationalisé finança des programmes massifs d'éducation gratuite, attention médicale universelle et modernisation d'infrastructures. Des écoles surgirent dans des villages reculés, des hôpitaux se construisirent dans des villes auparavant négligées et l'électricité arriva dans des communautés qui n'avaient jamais connu la lumière artificielle. Se établirent aussi des programmes d'alphabétisation pour adultes, subsides pour logements ruraux et campagnes de vaccination qui réduisirent drastiquement la mortalité infantile. L'impact fut immédiat. En moins d'une décennie, la Libye passa d'être un pays marginal à l'un des plus développés du continent africain en termes de bien-être basique. En 1975, Kadhafi codifia sa philosophie politique dans le Livre vert, une œuvre qui prétendait offrir une alternative tant au capitalisme qu'au communisme. Cette troisième voie promouvait la démocratie directe à travers des comités populaires, rejetait les partis politiques traditionnels et proclamait la supériorité du système tribal arabe sur les institutions occidentales. Le texte, divisé en 3 parties, la solution du problème de la démocratie, la solution du problème économique et la base sociale du troisième chemin, fut présenté comme une révolution théorique équivalente au Capital de Marx ou au contrat social de Rousseau. Le livre se distribua massivement dans chaque école, bureau et foyer libyen. Sa mémorisation devint requirement pour obtenir des emplois gouvernementaux, approuver des examens universitaires et participer aux cérémonies officielles. Le texte, écrit en arabe simple et répétitif, facilitait son internalisation par des populations avec des niveaux éducatifs basiques. De plus, il se traduisit en plus de 30 langues et fut envoyé aux ambassades et organisations de pays du tiers-monde comme échantillon de l'alternative libyenne au modèle occidental. En 1977, la transformation politique culmina avec la déclaration de la Jamaïria, terme qui se traduit comme « État des masses ». Théoriquement, ce système établissait une démocratie directe où chaque citoyen participait à la prise de décision à travers des comités populaires locaux. Ces comités envoyaient des délégués aux congrès régionaux qui, à leur tour, élisaient des représentants au Congrès général du peuple, le maximum organe législatif. Le Congrès était présenté comme une expression directe du pouvoir populaire, mais dans la pratique se limitait à ratifier les décisions déjà prises par l'entourage de Kadhafi. Le leader assistait aux sessions vêtu de tuniques traditionnelles, prononçant de longs discours qui étaient applaudis debout par des centaines de délégués. La réalité différait dramatiquement de la théorie. Tandis que les comités populaires débattaient des sujets mineurs comme horaires scolaires et réparation de rues, les décisions cruciales sur politique étrangère, budget national et sécurité interne demeuraient entre les mains du cercle intime de Kadhafi. Les comités étaient surveillés par des membres des comités révolutionnaires, une sorte de police politique chargée d'assurer que les délibérations suivaient les orientations du Livre vert. Toute déviation idéologique pouvait être considérée trahison. La construction du culte de la personnalité commença dès ses premières années.
Kadhafi rejeta des titres traditionnels comme président ou premier ministre, adoptant à leur place des dénominations comme frère guide de la révolution ou leader du peuple. Statues, portraits et murales du leader proliférèrent dans chaque ville et village. Ces discours étaient transmis intégralement par radio et télévision, interrompant programmation régulière sans avis préalable. Les écoles étaient obligées de reproduire les discours en horaire de classe, et les enfants devaient réciter des extraits du livre vert dans des assemblées scolaires. Dans les médias étatiques, on ne pouvait le critiquer même de forme implicite. La presse étrangère était filtrée soigneusement avant d'être distribuée. Cependant, parallèlement à ces changements sociaux positifs, s'établissaient simultanément les mécanismes qui convertiraient la Libye en un État policier. Les premiers dissidents commençaient à disparaître des rues de Tripoli et Benghazi. Des étudiants universitaires qui questionnaient des aspects du livre vert étaient arrêtés pour activités contre-révolutionnaires. Des intellectuels qui maintenaient des contacts avec l'Occident affrontaient des interrogatoires intimidatoires. La surveillance s'étendait au niveau domestique. Voisins espionnaient voisins, professeurs dénonçaient élèves, et familiaux craignaient de parler ouvertement même dans leur propre maison. La Libye se convertissait, lentement mais systématiquement, en un pays où le silence était la seule garantie de survie. Le bédouin du désert avait appris à exercer le pouvoir absolu, et bientôt le monde connaîtrait les conséquences de cette transformation. République de la peur. Comment Kadhafi convertit la surveillance en religion? La construction de l'appareil répressif libyen ne fut pas accidentelle. Dès les premières années du régime, Kadhafi comprit que maintenir le pouvoir requérait quelque chose de plus que des programmes sociaux et rhétoriques révolutionnaires. Il avait besoin d'un système qui élimina toute possibilité de dissidence et qui convertit la peur en émotion dominante de ses citoyens. Le Mukhabarat devint la colonne vertébrale de ce système de terreur. Dirigé par Abdullah Senussi, beau-frère de Kadhafi, ses services d'intelligence développèrent un réseau de surveillance qui dépassait en sophistication beaucoup d'États policiers de la guerre froide. Ces tentacules s'étendaient depuis universités jusqu'aux mosquées, depuis hôpitaux jusqu'aux entreprises étatiques. Senussi, surnommé l'architecte de la terreur, consolida une structure pyramidale qui répondait exclusivement aux leaders. Sa proximité familiale avec Kadhafi garantissait loyauté absolue. Sous son commandement, le Mukhabarat non seulement espionnait de potentiels opposants, mais élaborait aussi des listes noires qui étaient actualisées hebdomadairement. Tout soupçon suffisait pour y entrer. La structure se divisait en départements spécialisés: surveillance urbaine, interception de communication, infiltration étudiante et opérations de détention. Les agents documentaient méticuleusement mouvements de citoyens suspects, enregistraient conversations et compilaient dossiers sur famille, emploi et habitudes personnelles. Toute expression de mécontentement pouvait déclencher une investigation. Les rapports du Mukhabarat arrivaient directement au cercle de Kadhafi. S'analysaient même petites infractions: plaisanteries dans cafétéria, critiques indirectes en poèmes, livres étrangers trouvés sans autorisation. Aucun recoin de la vie quotidienne n'était libre du scrutin étatique. Les comités révolutionnaires amplifièrent ce contrôle jusqu'au niveau voisinal. Créés en 1977 comme supposé organe de participation citoyenne, ils fonctionnaient en réalité comme un réseau parapolicial qui surveillait chaque quartier, chaque école et chaque centre de travail. Leurs membres organisaient des sessions publiques de autocritique où des individus étaient forcés de confesser erreurs politiques imaginaires. Les sessions se transmettaient par radio et télévision, convertissant l'humiliation en spectacle national. À de nombreuses occasions, les confessions étaient lues par des membres de la propre famille de l'accusé, obligés de dénoncer publiquement leurs êtres chers pour ne pas tomber eux-mêmes en disgrâce. Ces actes ne servaient pas seulement à punir, mais aussi à désintégrer les liens de confiance interpersonnels et isoler émotionnellement la population. Une fois arrêtés, les victimes disparaissaient dans des centres de détention comme la prison d'Abu Salim à Tripoli ou installations clandestines opérées par les forces de sécurité. Les méthodes employées incluaient falanga, coups sur plante des pieds, choc électrique sur génitaux et extrémités, simulacres d'exécution et violences sexuelles systématiques. Ces pratiques furent révélées par des dizaines d'ex-détenus après la chute du régime en 2011, avec évidence médico-légale correspondante documentée par Human Rights Watch.
Les témoignages coïncident dans l'usage de cellules sans lumière, torture avec eau glacée, privation du sommeil et alimentation forcée avec excréments. Beaucoup de prisonniers politiques passaient des semaines attachés dans des positions douloureuses et certains étaient utilisés comme exemplaires pour entraîner de nouveaux interrogateurs. Le système judiciaire révolutionnaire élimina toute prétention de procès équitable. Les tribunaux révolutionnaires jugeaient des dissidents sans permettre représentation légale. Les accusés affrontaient des charges vagues et impossibles à réfuter. Saboteurs économiques, agents de l'impérialisme ou traîtres à la révolution. Les confessions s'extrayaient sous coercition, avec des victimes qui admettaient crimes fantastiques pour arrêter la torture. Les procès se réalisaient en temps record. Souvent, ils duraient moins de 10 minutes. Les verdicts étaient dictés par des juges militaires sans formation juridique, choisis pour leur ferveur idéologique. Les sentences, généralement de mort ou prison à vie, étaient considérées actes de pédagogie révolutionnaire. Le cas d'Al-Sadek Ahmed al-Chouweidi en 1984 exemplifie la brutalité du système. Cette étudiante en ingénierie de 30 ans était revenue d'un voyage académique aux États-Unis et avait participé à des réunions étudiantes critiques du régime. Son procès se réalisa dans le salon sportif de l'université de Benghazi, face à des milliers d'étudiants forcés d'assister. Les caméras de télévision transmettaient en direct, tandis qu'al-Chouweidi, visiblement torturé, niait désespérément toutes les accusations. La condamnation à mort fut prononcée immédiatement. Une structure de potence fut installée au centre du gymnase. Dans une scène qui reste gravée dans la mémoire collective libyenne, Ouda Ben Amer, membre du comité révolutionnaire local connu comme Ouda la Bourreau, se pendit au corps du condamné quand la corde ne produisit pas une mort immédiate. Ouda fut récompensée avec des ascensions politiques immédiates. Elle atteignit le poste de maire de Benghazi et Kadhafi la citait comme exemple de femme révolutionnaire modèle. Son geste violent fut émis à plusieurs reprises à la télévision comme preuve de dévouement idéologique. Les exécutions publiques s'institutionnalisèrent comme événement pédagogique. Chaque 7 avril, anniversaire du début de la révolution culturelle, multiples pendaisons se réalisaient sur places publiques et stades sportifs. La télévision étatique interrompait sa programmation régulière pour montrer confessions forcées et les exécutions mêmes. Même des enfants en âge scolaire étaient obligés d'assister à ces spectacles comme partie de leur éducation révolutionnaire. Aux enseignants se remettaient des guides pédagogiques qui expliquaient comment discuter les exécutions avec les étudiants en classe. Certaines écoles accrochaient des photographies des pendus dans les couloirs, près d'affiches qui disaient « Ainsi finit le traître ». Dans l'imaginaire collectif, la terreur se mélangeait avec la routine scolaire. Le massacre de la prison d'Abu Salim, en juin 1996, représente le pinacle de cette répression systématique. Après une révolte interne provoquée par des réductions dans les rations de nourriture, les gardiens, soutenus par des unités de l'armée, exécutèrent plus de 1200 prisonniers en une seule journée. Les corps ne furent jamais rendus à leurs familles. Les familles qui exigeaient informations sur le destin de leurs êtres chers furent persécutées et, dans beaucoup de cas, disparurent aussi. Pendant des années, le régime nia l'existence de ce massacre. Seulement après la chute de Kadhafi en 2011, commencèrent à apparaître documents, enregistrements et restes humains qui confirmaient les faits. Certains corps furent trouvés dans des fosses communes scellées avec ciment dans des installations militaires abandonnées. Des organisations internationales estiment que plus de 10 000 personnes furent exécutées ou disparues entre 1973 et 2011, sans compter les victimes d'opérations militaires internes. Pour un pays avec moins de 6 millions d'habitants, ces chiffres représentent une proportion dévastatrice de la population. L'impact fut profond. Des générations entières grandirent dans un climat de silence forcé. Dans beaucoup de familles, un ou plus membres avaient été arrêtés sans explication. Parler du sujet équivalait à s'exposer. Encore aujourd'hui, beaucoup de Libyens ignorent le sort de frères, pères ou fils disparus durant l'ère de Kadhafi. Guerre encouverte, le régime libyen comme arme globale. Tandis qu'il construisait son appareil répressif interne, Kadhafi projetait simultanément la violence libyenne au-delà de ses frontières.
Depuis le début des années 70, le régime libyen devint le parrain le plus systématique du terrorisme international, transformant le pétrole du Sahara en une source de financement pour groupes armés sur 3 continents. Cette politique n'était pas improvisée ni marginale. Elle était inscrite dans la vision idéologique du Livre vert et dans les discours officiels où s'exaltait la lutte armée comme outil légitime contre l'oppression capitaliste globale. Kadhafi voyait dans chaque guérilla, dans chaque cellule insurgée, une extension de sa révolution. L'idéologie qui justifiait ce soutien était cohérente avec la vision révolutionnaire de Kadhafi. Tout ce qui affaiblissait les puissances impérialistes occidentales servait la cause de la libération globale. La Libye ne fournissait pas seulement argent, elle offrait entraînement militaire, documents faux, armes sophistiquées et refuge sûr pour les terroristes les plus recherchés du monde. À travers son département de relations extérieures révolutionnaires, la Libye canalisait soutien logistique aux mouvements considérés « frères en lutte ». Ce département opérait en parallèle au ministère des Affaires étrangères et son budget était secret, contrôlé directement par le bureau du leader. Les camps d'entraînement surgirent dans les étendues du désert libyen, protégés par l'armée régulière et opérés par des spécialistes en guerre de guérilla. Ces complexes enseignaient fabrication d'explosifs, techniques de sabotage, maniement d'armes légères et méthodes d'infiltration urbaine. Les installations étaient cachées entre bases militaires, zones d'exclusion aérienne et périmètres surveillés par soldats loyaux. Des instructeurs palestiniens, vietnamiens et syriens collaboraient aux entraînements. Les sessions incluaient simulacres nocturnes, pratiques avec explosifs improvisés et enseignements de contre-surveillance. L'Organisation pour la libération de la Palestine reçut le soutien le plus substantiel. L'armée républicaine irlandaise trouva en Libye un bienfaiteur généreux. Entre 1972 et 1987, des cargaisons régulières d'armes libyennes arrivèrent aux côtes irlandaises. La cargaison la plus significative fut interceptée par les autorités françaises en 1987. Le navire M. Finke Exund transportait plus de 120 tonnes d'armement militaire, incluant missiles terrestres et suffisants explosifs pour maintenir la campagne de l'IRA pendant des décennies. Les armes incluaient fusils AK-47, grenades, lance-roquettes RPG-7 et mines antipersonnelles. Des documents saisis dans le navire révélèrent que les cargaisons étaient autorisées directement par le ministère de la Défense libyen. L'impact sur la capacité opérationnelle de l'IRA fut immédiat. Les attentats augmentèrent en nombre et létalité. Les brigades rouges italiennes et la fraction de l'armée rouge allemande reçurent refuge et financement durant leurs années les plus actives. Des terroristes recherchés pour assassinats, enlèvements et attentats trouvaient sanctuaire en Libye, où ils recevaient documents d'identité faux et fonds pour continuer leurs opérations. Le régime offrait passeport diplomatique libyen permettant aux membres de ces groupes de circuler par Afrique et Moyen-Orient sans restriction. Se sont documentés au moins 7 cas d'intégrants de la RAF allemande cachés à Tripoli entre 1982 et 1986. Cette politique de soutien au terrorisme international généra inévitablement des frictions avec l'Occident. Le point d'inflexion arriva avec l'attentat de la discothèque La Belle à Berlin occidental le 5 avril 1986. La bombe, placée stratégiquement près du bar où se concentraient soldats américains, tua 3 personnes et blessa plus de 200. L'attentat fut planifié depuis l'ambassade libyenne à Berlin-Est, avec aide du service d'intelligence de la RDA, Stasi, selon archives déclassifiées après la réunification allemande. Les victimes inclurent soldats afro-américains, ce qui généra indignation aux États-Unis et mena à une clameur publique pour représailles. Les investigations allemandes, soutenues par intelligence américaine, interceptèrent communications entre l'ambassade libyenne à Berlin et Tripoli qui confirmaient la planification et exécution de l'attaque. Pour l'administration Reagan, ceci constituait une déclaration de guerre encouverte. La réponse arriva le 15 avril 1986 avec l'opération El Dorado Canyon. Des avions de combat F-111 bombardèrent objectifs militaires à Tripoli et Benghazi. L'attaque causa au moins 60 morts, incluant Anna, la fille adoptive de Kadhafi. Cependant, en Occident, le bombardement fut justifié comme légitime défense contre un État parrain du terrorisme. Le bombardement fut coordonné avec le Royaume-Uni, qui permit l'usage de bases aériennes en Angleterre.
L'objectif était double: détruire infrastructures militaires et envoyer un message dissuasif. La mort d'Anna fut utilisée par le régime comme symbole de victimisation et son image fut placée sur billets et monuments. La réponse libyenne ne se fit pas attendre. Le 21 décembre 1988, le vol Pan Am Sen 3, qui transportait principalement citoyens américains, explosa sur la localité écossaise de Lockerbie. Le Boeing 747, avec 259 personnes à bord, se désintégra dans l'air, tuant tous les passagers et équipages, en plus de 11 résidents du village. La scène du crime s'étendait sur plus de 800 km². Restes humains, parties du fuselage et objets personnels furent trouvés dispersés entre champs et jardins. L'explosion fut si puissante qu'elle laissa un cratère visible au centre du village. L'investigation révéla qu'un explosif plastique avait été placé dans une valise qui voyageait dans la soute de l'avion. Les investigateurs suivirent une chaîne d'évidence qui menait directement au service d'intelligence libyen. 2 agents libyens furent finalement accusés de l'attentat. L'un d'eux, Abdelbasset Al-Megrahi, fut condamné en 2001 dans un tribunal spécial écossais aux Pays-Bas. Sa libération pour motifs humanitaires en 2009 provoqua des protestations aux États-Unis et approfondit le ressentiment envers le régime. Les sanctions internationales qui suivirent furent dévastatrices. Le Conseil de sécurité de l'ONU implémente un embargo aérien total, congélation d'actifs libyens à l'étranger et restrictions à l'exportation de technologies pétrolières. Les États-Unis maintinrent un embargo économique total qui incluait la prohibition d'exporter produits américains. L'impact fut sévère. L'économie libyenne se contracta, l'accès aux pièces de rechange industrielles et technologies médicales se réduisit drastiquement, et le régime eut recours à la contrebande, le commerce informel et alliances avec pays parias pour survivre. La situation changea dramatiquement après les attentats du 11 septembre 2001. La nouvelle priorité américaine de combattre le terrorisme islamiste créa une opportunité inattendue pour Kadhafi. Son régime séculier avait maintenu des relations tendues avec groupes fondamentalistes comme Al-Qaïda. Kadhafi craignait l'islamisme radical plus que l'Occident. Il avait persécuté systématiquement les frères musulmans libyens et avait averti publiquement sur Ben Laden depuis 1997. Après le 11 septembre, il offrit immédiatement information sur cellules djihadistes en Afrique du Nord. Le geste le plus significatif arriva en 2003, quand la Libye annonça volontairement le démantèlement de son programme d'armes de destruction massive. Les résultats furent immédiats. En 2004, les États-Unis rétablirent relations diplomatiques avec la Libye. En 2006, la Libye fut officiellement retirée de la liste d'États parrains du terrorisme. L'annonce inclut l'accès d'inspecteurs internationaux aux installations militaires, la remise de plans nucléaires et le transfert de composants aux États-Unis. Ce fut présenté comme un acte de bonne volonté, bien qu'intérieurement il s'interpréta comme une jugada tactique pour éviter le destin de l'Irak après la chute de Saddam Hussein. Pour 2009, Kadhafi avait réussi une réhabilitation internationale presque complète, mais cette réconciliation se construisit sur fondements fragiles. Les victimes du terrorisme libyen n'avaient jamais reçu justice complète et l'appareil répressif interne continuait d'opérer sans restriction. Le régime continua d'utiliser la torture, réprimant dissidents et contrôlant de manière ferrée les moyens de communication. Les réformes étaient cosmétiques. L'ouverture à l'Occident était une façade qui cachait le même système autoritaire qui avait gouverné pendant des décennies. Effondrement du mythe, de visionnaire arabe à bouffon international. La réhabilitation internationale de Kadhafi après 2003 créa des opportunités sans précédent pour que le monde observât de près ce dictateur qui était demeuré dans les ombres pendant des décennies. Ce qui émergea de cet examen ne fut pas l'image d'un homme d'État réformé, mais celle d'un autocrate profondément perturbé. Sa première apparition proéminente arriva en 2009, quand il fut nommé président rotatif de l'Union africaine. Depuis cette position, Kadhafi promut des plans grandioses pour créer les États-Unis d'Afrique, une fédération continentale avec lui-même comme leader suprême. Ses discours dans des sommets africains se convertissaient en monologues délirants sur la supériorité africaine et la nécessité d'expulser toute influence occidentale du continent. La culmination arriva avec son intervention à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2009. Son discours de 96 minutes démolit tous les protocoles établis.
Il accusa le Conseil de sécurité d'être un instrument d'oppression occidentale, exigea indemnisation massive pour le colonialisme africain et proposa transférer le siège des Nations Unies hors des États-Unis. Durant son allocution, il déchira physiquement une copie de la charte de l'ONU, lançant les pages en l'air tandis qu'il déclarait que le document était immoral et illégitime. Les caméras captèrent les expressions d'étonnement et horreur sur les visages de diplomates expérimentés qui n'avaient jamais assisté à semblable spectacle. L'incident de la tente bédouine durant cette même visite révéla le degré de sa déconnexion avec la réalité diplomatique moderne. Kadhafi exigea installer une tente traditionnelle du désert pour se loger durant son séjour à New York. Il tenta d'abord de l'ériger à Central Park, puis sur les terrains de la résidence de l'ambassadeur libyen sans succès. Finalement, il trouva un hôte inattendu en Donald Trump, qui lui loua terrain dans sa propriété de Bedford. La tente fut démontée jours après par les autorités locales, convertissant l'épisode en farce médiatique. À chaque visite à l'étranger, Kadhafi voyageait avec une caravane logistique qui défiait les normes diplomatiques. Des dizaines de véhicules blindés transportés par avion, tentes bédouines démontables, chameaux pour cérémonies photographiques et exigences spécifiques qui incluaient lait de chamel et dates de l'oasis d'Al-Joufra. Sa sécurité personnelle s'était convertie en production cinématographique. La garde amazonique, créée dans les années 80, accompagnait le dictateur à chaque apparition publique. Ces femmes, vêtues d'uniformes militaires ajustés, bérets rouges et talons hauts, portaient armes automatiques tandis qu'elles formaient un cordon protecteur. Pour le monde extérieur, elles représentaient une image simultanément fascinante et perturbatrice du pouvoir féminin militarisé. Cependant, la réalité derrière cette garde d'élite était considérablement plus sinistre. Les investigations postérieures à la chute du régime révélèrent que le processus de sélection incluait critères qui allaient au-delà de l'entraînement militaire. Les candidates devaient être vierges, physiquement attirantes et disposées à faire un serment de célibat perpétuel. Les témoignages recueillis par Human Rights Watch après 2011 peignirent un tableau dévastateur d'abus systématiques. D'ex-membres de la garde décrivirent comment Kadhafi utilisait sa position pour commettre agressions sexuelles, beaucoup de fois justifiées comme preuve de loyauté. Les victimes qui tentaient de résister affrontaient torture, emprisonnement ou simplement disparaissaient. Une des survivantes, identifiée seulement comme Soraya, décrivit comment les gardes du corps étaient maintenus dans des installations fermées, sans contact avec leurs familles, et soumises à un régime de contrôle psychologique qui incluait drogues et chantage. « Nous étions prisonnières décoratives », déclara-t-elle. « Ils nous appelaient ses Amazones, mais nous étions ses esclaves. » Sa garde-robe se transformait selon l'audience. Tunique traditionnelle libyenne pour événements arabes, costumes militaires élaborés pour cérémonies étatiques, vêtements africains multicolores pour sommets continentaux. Chaque élément était calculé pour projeter autorité selon les nécessités du moment. Dans des conférences internationales, ces discours se convertissaient en spectacles imprévisibles. Il ignorait traductions simultanées, interrompait autres orateurs, exhibait graphiques qui contredisaient le sujet en discussion et invoquait références historiques obscures qui déconcertaient diplomates expérimentés. La relation de Kadhafi avec leaders occidentaux durant cette période révéla la nature transactionnelle de la diplomatie moderne. Silvio Berlusconi développa une relation particulièrement étroite avec le dictateur libyen, signant contrats énergétiques multimillionnaires tandis qu'il ignorait l'historique de droits humains du régime. Nicolas Sarkozy reçut Kadhafi au palais de l'Élysée en 2007, une visite qui généra protestations massives, mais résulta en accords de coopération évalués en milliers de millions d'euros. Tony Blair cultiva aussi lien avec Kadhafi durant ses dernières années comme Premier ministre britannique. Sa visite à Tripoli en 2004 scella la réhabilitation diplomatique de la Libye et ouvrit le marché libyen aux entreprises pétrolières britanniques. Blair défendit ses contacts comme diplomatie pragmatique. La construction propagandiste du « Guide de la Révolution » avait atteint un niveau grotesque. Les médias étatiques libyens présentaient systématiquement Kadhafi comme un visionnaire incompris, le comparant avec figures historiques comme Napoléon et Alexandre le Grand. Dans des villes libyennes, statues gigantesques dominaient places publiques.
Le livre vert s'était converti en texte sacré, apparaissant sur billets de banque, passeports et entrées d'édifices publics. Cependant, cette construction propagandiste commençait à montrer fissures évidentes. Dans réseaux sociaux émergents, jeunes Libyens échangeaient mèmes et plaisanteries sur les excentricités de leurs leaders. Vidéos de ces discours les plus bizarres circulaient clandestinement, alimentant un cynisme croissant envers le culte officiel. Pour 2010, l'image internationale de Kadhafi avait cristallisé en un mélange de fascination et répulsion. Il était simultanément une curiosité anthropologique et une menace persistante, un dictateur qui avait réussi à survivre décennies moyennant une combinaison de brutalité, pétrole et théâtralité. Sa capacité à se réinventer avait atteint ses limites. Le monde avait épuisé sa patience. Le printemps arabe était sur le point de mettre à l'épreuve toutes ses constructions artificielles. Le lynchage, la chute de Kadhafi devant les caméras du monde. Le 20 octobre 2011 commença comme n'importe quel autre jour de guerre à Sirte, mais se terminerait avec images qui définiraient pour toujours la brutalité des révolutions arabes. Après des mois de siège, les forces du Conseil national de transition se préparaient pour l'assaut final contre les derniers réduits du régime de Kadhafi. À l'aube, un convoi d'approximativement 50 véhicules blindés partit depuis le quartier numéro 2 de Sirte. Entre les occupants voyageaient Mouammar el-Kadhafi, son fils Mutassim, le ministre de la Défense Abou Bakr Younis Jabre, et des dizaines de gardes du corps et fonctionnaires loyaux. Le plan était s'échapper vers le sud, vers le désert où le dictateur était né 70 ans auparavant. Le convoi n'arriva jamais à sa destination. À 8h30 du matin, un drone américain Predator, opéré depuis une base au Nevada, identifia la formation de véhicules sortant de Sirte. Les coordonnées furent transmises immédiatement à chasseurs français Mirage 2000D qui patrouillaient l'espace aérien libyen. Les missiles air-terre impactèrent le convoi avec précision dévastatrice. Entre 11 et 20 véhicules furent détruits instantanément. Kadhafi, blessé mais conscient, fut aidé par un petit groupe de loyaux vers 2 tunnels de drainage sous l'autoroute côtière. Ces tuyauteries circulaires d'approximativement 1 mètre et 20 cm de diamètre se convertissaient en dernière tranchée de l'homme qui avait gouverné la Libye pendant 42 ans. L'entourage était désolé. Une route détruite couverte de décombres, véhicules incendiés, pneus crevés et la fumée âcre de combustible et poudre. Les combattants du CNT arrivèrent minutes après le bombardement, convergeant dans l'air et registrant les restes du convoi. La première vidéo enregistrée par téléphone mobile montre le moment exact de la découverte. Un milicien crie « Allahu Akbar », tandis qu'il signale vers une des bouches de la tuyauterie. Autres combattants s'approchent en courant, leurs armes pointant vers l'obscurité du tunnel. Voix excitées se superposent. « Il est ici. Prenez-le vivant. Le chien est piégé. » Les images suivantes capturent l'extraction. Kadhafi est traîné de l'intérieur du tube par multiples mains qui l'agrippent des vêtements, cheveux et extrémités. Il porte une veste couleur beige trempée de sang, le visage taché de terre et blessures ouvertes à la tête. Son expression montre terreur absolue. Les yeux exorbités, la bouche ouverte en cris silencieux, le corps tremblant incontrôlablement. Tandis qu'il est obligé de se mettre debout, Kadhafi crie phrases incohérentes en arabe. Témoins présents rapportèrent qu'il répétait « Qu'est-ce que je vous ai fait ?» et « Mes enfants, mes enfants !» Ces supplications se perdent entre les cris de jubilation de ses ravisseurs et le bruit de tirs en l'air de célébration. Dans une des vidéos les plus troublantes, on observe clairement comment un milicien introduit une baïonnette dans le rectum du dictateur tombé. Cette agression sexuelle, confirmée postérieurement par l'autopsie, reflète non seulement soif de vengeance individuelle, mais aussi humiliation rituelle destinée à détrôner symboliquement le tyran. Mohamed Al-Bibi, un des combattants présents, fut photographié tenant un pistolet doré qui supposément appartenait au dictateur. L'image se viralisa instantanément, se convertissant en symbole du dépouillement du pouvoir. Obligé de marcher, Kadhafi chancelle visiblement, perdant sang par multiples blessures. La mort arriva dans circonstances qui demeurent partiellement disputées. Selon le témoignage le plus crédible, fourni par Adan Zaoubi, Kadhafi fut soutenu debout par plusieurs miliciens quand un jeune de Misrata se fraya passage entre la multitude. « Je vis la main tenant le pistolet », déclara Zaoubi, « et j'entendis le coup. »
Le projectile impacta la tempe gauche de Kadhafi, le tuant instantanément. Son corps s'effondra entre les bras de ses ravisseurs tandis que la multitude éclatait en célébration. L'homme qui avait ordonné milliers d'exécutions, qui avait financé le terrorisme international et qui avait converti la Libye en son fief personnel, gisait mort sur une route poussiéreuse. Le cadavre fut transporté jusqu'à Misrata, où il fut placé dans la chambre frigorifique d'un ancien marché de légumes. Pendant 4 jours, files interminables de citoyens attendirent leur tour pour voir de leurs propres yeux que le tyran était réellement mort. Les photographies prises dans le frigorifique montrent le visage de Kadhafi déformé par l'impact du tir avec blessures ouvertes et signes évidents des coups reçus. Ses cheveux, auparavant soigneusement teints et peignés, apparaissaient grisâtres et débraillés. L'homme qui avait construit son image en bas au pouvoir gisait réduit à un cadavre grotesque exhibé comme trophée de guerre. L'autopsie, réalisée le 23 octobre par 3 médecins légistes libyens, confirma 2 blessures de balles, une à la tempe gauche qui causa la mort et autre dans l'abdomen. Elle documenta aussi traumatismes multiples au crâne et visage et une perforation rectale compatible avec instruments pointus métalliques confirmant les agressions sexuelles captées en vidéo. Les réactions internationales furent immédiates mais nuancées. Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l'OTAN, annonça l'imminente fin de l'opération Protecteur unifié. Ban Ki-moon souligna que le moment requérait unité nationale, non vengeance, et sollicita investigation sur possibles crimes de guerre. Human Rights Watch émit un rapport concluant que l'évidence suggère que Kadhafi fut exécuté sommairement. Amnesty International exigea procédure légale, déclarant que personne ne doit être au-dessus du due processus. Barack Obama déclara que l'ombre tyrannique en Libye a disparu. David Cameron célébra la fin d'un dictateur qui répandit sang pendant 42 ans. Ces déclarations reflétèrent le soulagement occidental pour l'élimination de Kadhafi, mais évitaient soigneusement de commenter sur les méthodes employées. Le 25 octobre, les corps de Kadhafi et son fils Mutassim furent retirés du frigorifique. Selon sources du CNT, ils furent enterrés dans une localisation secrète dans le désert libyen. Le lieu fut scellé par miliciens pour éviter la création d'une tombe qui pourrait se convertir en symbole pour partisans du régime antérieur. Les vidéos de la capture et mort de Kadhafi circulèrent massivement par Internet, étant visualisées millions de fois. Ces images se convertirent en registre historique brutal de comment termine le pouvoir absolu quand il perd la peur de la population. Pour beaucoup d'Arabes, elles représentaient une victoire symbolique contre décennies de tyrannie. Pour observateurs occidentaux, elles illustraient la nature chaotique et vengeresse des révolutions populaires. La mort de Kadhafi marqua la fin d'une ère non seulement en Libye, mais dans tout le monde arabe. Il était le premier dictateur du printemps arabe à mourir violemment aux mains de son propre peuple. Son exécution sommaire se convertit en avertissement pour autres autocrates régionaux. Le pouvoir construit sur terreur peut s'effondrer subitement, et quand il tombe, il n'y a refuge pour ceux qui l'exercèrent sans limite. Chaos sans dictateur, Libye, après la mort de Kadhafi. L'euphorie qui suivit la mort de Kadhafi dura exactement le temps que tardèrent les rebelles libyens à se regarder les uns les autres et se rendre compte qu'ils n'avaient absolument rien en commun sauf leur haine envers le dictateur mort. Le pays qui avait été unifié sous la terreur personnelle d'un homme se fragmenta instantanément en dizaines de factions armées. L'effondrement de l'appareil étatique fut immédiat et total. Pendant 42 ans, chaque institution libyenne avait fonctionné comme extension personnelle de la volonté de Kadhafi. N'existaient pas ministères autonomes, forces armées professionnelles ni système judiciaire indépendant. Quand mourut le dictateur, mourut l'État. Les bureaux gouvernementaux furent abandonnés par fonctionnaires qui fuirent vers leur région d'origine. Les archives ministérielles furent saccagées ou brûlées. Les policiers abandonnèrent leurs uniformes et se joignirent à milices locales. Le Conseil national de transition manquait d'autorité réelle hors de quelques zones urbaines spécifiques. Pour 2014, cette fragmentation cristallisa en division institutionnelle qui partagea le pays par la moitié. Le gouvernement de Tripoli, soutenu par la coalition Libya Down et dominé par milices islamistes, contrôlait la région occidentale.
Sa base de pouvoir se concentrait à Misrata, dont les brigades avaient été cruciales pour renverser Kadhafi et maintenant exigeaient protagonisme politique proportionnel. Le gouvernement de Tobrouk, avec base à l'est et appuyé par l'armée nationale libyenne sous Khalifa Haftar, représentait une coalition de forces séculaires et fédéralistes. Haftar, ex-général de Kadhafi qui avait déserté décennies auparavant, se présentait comme le seul leader capable de restaurer l'ordre moyennant forces militaires. Cette dualité gouvernementale créa un absurde kafkaïen. La Libye opérait avec 2 banques centrales émettant ordres contradictoires, 2 ministères du pétrole signant contrats conflictuels, 2 systèmes judiciaires dictant sentences mutuellement exclusives. Le conflit s'internationalisa rapidement. La Turquie, sous Erdogan, soutint massivement le gouvernement de Tripoli, voyant dans les islamistes libyens alliés naturels pour son projet de rénovation ottomane en Méditerranée. Le soutien inclut drones Bayraktar TB2, conseillers militaires et, à partir de 2020, troupes officielles. Le Qatar compléta le soutien turc avec financement et couverture médiatique favorable à travers Al Jazeera. L'Égypte et les Émirats arabes unis répondirent en soutenant systématiquement Haftar, fournissant entraînement militaire, armement lourd et soutien aérien direct. Se documentèrent attaques avec chasseurs Mirage, 2000 volants depuis bases égyptiennes. La Russie entra dans le conflit à travers le groupe Wagner, déployant centaines de mercenaires en soutien à l'armée nationale libyenne depuis 2017. Ces combattants, officiellement contracteurs privés, mais équipés d'armements russes de dernière génération, installèrent systèmes de défense aérienne et opérèrent véhicules blindés. La France maintint officiellement position neutre, mais documents filtrés révélèrent soutien discret à Haftar. Paris voyait dans le maréchal libyen un potentiel allié pour combattre le terrorisme sahélien et contrôler les flux migratoires vers l'Europe. Cette intervention étrangère transforma un conflit civil en guerre par pouvoir qui prolongea indéfiniment la violence. Chaque faction libyenne recevait suffisant soutien externe pour continuer à lutter, mais aucune n'obtenait supériorité définitive. Le résultat fut un équilibre destructeur qui dévasta le pays durant une décennie. Les ressources pétrolières se convertirent en prix principal de cette compétition. Le contrôle de champs, raffineries et terminaux passa aux mains de milices locales, tribus régionales et seigneurs de guerre qui négociaient directement avec entreprises internationales. Les multinationales pétrolières affrontèrent une réalité surréelle. Pour maintenir opération en Libye, elles devaient signer accords parallèles avec groupes armés qui contrôlaient territorialement leurs installations. Repsol redémarra opération dans le champ de Charara après négocier directement avec la milice du commandant Ahmad al-Ahmar, reconnaissant que l'État libyen était une fiction légale. ENI, Total et autres entreprises européennes développèrent protocoles similaires, maintenant représentants qui fonctionnaient comme diplomates extra-officiels auprès de dizaines de factions armées. Les contrats incluaient clauses qui distribuaient bénéfices entre différents groupes, créant incitations économiques pour maintenir la fragmentation territoriale. Le chaos gouvernemental créa conditions idéales pour l'établissement d'ISIS en territoire libyen. Profitant du vide d'autorité, militants expulsés de Syrie et Irak établirent leur plus grande filiale africaine entre 2014 et 2016. L'organisation terroriste prit contrôle de Derna, établit cellules à Benghazi et conquit complètement Sirte. En février 2015, ISIS publia une vidéo montrant la décapitation de 21 travailleurs chrétiens égyptiens sur une plage près de Sirte. Les images, soigneusement produites pour maximiser impact propagandiste, montraient miliciens exécutant leurs victimes tandis que la Méditerranée se teignait de rouge. L'attaque suicide la plus létale eut lieu au centre de formation policière de Zliten en janvier 2016, où plus de 60 recrues moururent quand un camion-bombe explosa durant une cérémonie de graduation. La réponse arriva en mai 2016, quand le gouvernement d'unité nationale lança l'opération Bunyan al-Marsus, avec soutien aérien américain. Plus de 400 bombardements de précision facilitèrent l'avance vers Sirte. La bataille finale dura 7 mois, résultant en la mort de plus de 10. Pendant ce temps, l'ONU tentait désespérément de médier entre les factions. L'accord politique libyen, signé à Skirat, Maroc en décembre 2015, établit le gouvernement d'accord national sous Fayez al-Sarraj.
Cependant, ce gouvernement reconnu internationalement n'atteignit jamais autorité effective hors de quelques aires de Tripoli. Les élections programmées pour décembre 2021 furent suspendues indéfiniment par des accords constitutionnels fondamentaux. Chaque faction préférait le statu quo de fragmentation, qui leur garantissait contrôle territorial et ressources, plutôt que risquer ses bénéfices dans un processus démocratique. Les chiffres humains de l'effondrement post-Kadhafi sont dévastateurs. Selon ACNUR, plus de 435 000 personnes furent déplacées intérieurement entre 2011 et 2021. Entre 2014 et 2020, plus de 5 700 personnes moururent dans combat direct. L'infrastructure du pays se désintégra systématiquement. Au moins 30 hôpitaux furent endommagés ou détruits, 65 écoles demeurèrent inutilisables et 20 plantes de traitement d'eau furent sabotées. Le système électrique national s'effondra, avec villes entières expérimentant coupures d'énergie de jusqu'à 18 heures quotidiennes. Le désastre de Derna en septembre 2023 illustra dramatiquement les conséquences de cet effondrement étatique. Quand pluies torrentielles frappèrent la région orientale, 2 barrages construits durant l'ère de Kadhafi cédèrent dû au manque d'entretien. La ville fut rasée par une inondation qui tua plus de 11 000 personnes. Pour 2023, l'industrie pétrolière libyenne opérait en conditions précaires. La production fluctuait entre 1 million et 1 200 000 barils quotidiens, sujette à interruptions constantes. Blocages tribaux, grèves laborales et conflits entre gouvernements rivaux paralysaient régulièrement les opérations. Cette situation créa une économie politique perverse où le pétrole, au lieu de financer reconstruction nationale, alimentait la fragmentation. Chaque groupe armé avec capacité d'interrompre production se convertissait automatiquement en acteur politique pertinent. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 1 300 000 personnes avaient besoin d'assistance humanitaire directe en 2023. Seulement 32% des sollicitations furent financées, reflétant tant la fatigue de donateurs que la difficulté d'opérer sans autorité étatique reconnue. La migration subsaharienne convertit la Libye en route principale vers l'Europe, mais aussi en piège mortel pour centaines de milliers d'Africains. Sans autorités étatiques effectives, réseaux de trafiquants opéraient impunément, établissant centres où migrants étaient torturés, violés et vendus comme esclaves. Vidéos de marché d'esclaves circulèrent par réseaux sociaux en 2017, générant indignation internationale mais aucune réponse effective. Les conséquences régionales de l'effondrement libyen s'étendirent bien au-delà des frontières nationales. Armes de l'arsenal de Kadhafi circulèrent par tout le Sahel, alimentant conflits au Mali, Niger et Burkina Faso. Groupes djihadistes utilisèrent territoire libyen comme base logistique. Réseaux criminels établirent routes de contrebande qui connectaient la Méditerranée avec Afrique subsaharienne. L'Europe affronta flux migratoires massifs qui altérèrent l'équilibre politique interne de multiples pays. La crise migratoire contribua à l'ascension de partis anti-immigration, influença la décision britannique d'abandonner l'Union européenne et déstabilisa gouvernements depuis l'Italie jusqu'à l'Allemagne. Pour les puissances qui avaient intervenu en 2011, les résultats étaient inéquivoquement catastrophiques. La France avait perdu influence dans une région qu'elle considérait sa sphère naturelle. Le Royaume-Uni affrontait critiques parlementaires pour une intervention qui avait empiré tous les problèmes qu'elle prétendait résoudre. Les États-Unis s'étaient retirés complètement, laissant un vide rempli par puissances régionales moins scrupuleuses. Dans les rues de Tripoli, Benghazi et Misrata, conversations quotidiennes révélaient une nostalgie croissante pour la stabilité de l'ère de Kadhafi. Anciens qui avaient célébré la mort du dictateur maintenant rappelaient publiquement les jours quand ils pouvaient marcher par leur quartier sans crainte d'enlèvement, quand les hôpitaux avaient médicaments, quand les écoles fonctionnaient régulièrement. Cette nostalgie ne reflétait pas amnésie sur les crimes du régime antérieur, mais désespération pour l'absence totale d'ordre dans le présent. La génération qui avait fait la révolution affrontait la réalité amère que renverser un tyran ne garantit pas automatiquement liberté, démocratie ou prospérité. Jeunes Libyens qui avaient risqué leur vie pour renverser Kadhafi émigraient massivement vers l'Europe, convertissant les révolutionnaires en réfugiés. Beaucoup confessaient dans interviews que, s'ils avaient connu les conséquences, ils n'auraient jamais participé à la révolte. Pour fin de 2023,
La Libye demeurait comme blessure ouverte au cœur de la Méditerranée. Un pays qui avait financé terrorisme international pendant décennies s'était converti en victime de sa propre désintégration. L'homme qui avait promis unir l'Afrique sous son leadership avait légué un territoire fragmenté incapable de se gouverner lui-même. L'histoire de Mouammar el-Kadhafi termina dans un égout de Sirte, mais ses conséquences continuaient à réverbérer plus d'une décennie après sa mort. Son régime avait été si réussi en détruisant institutions indépendantes que son effondrement ne laissa rien sur quoi construire une alternative.